pour cette table ronde consacrée au mobile dans la stratégie digitale des banques. Nous avons le plaisir de recevoir Olivier Chedeville. Vous êtes directeur de la stratégie multicanal au sein du groupe Société Générale. Bernard Bordas, vous êtes directeur marketing distributif au Crédit Agricole. Philippe Poirot, vous êtes directeur du développement digital, de la transformation et de la qualité chez BPCE, donc groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne. Et Marc Campi, vous êtes responsable de la banque mobile en France pour BNP Paribas. Voilà. Moi, il y a une chose, en fait, en ce début 2015, qui m'a, dans le domaine du mobile et de la banque, frappée. C'est une étude qui disait que pour la première fois, en 2014, le mobile est devenu le premier canal d'interaction entre les consommateurs et leurs banques. Et donc, c'est une étude qui a été réalisée à l'échelle mondiale. Donc, la moyenne, c'est 30%, c'est-à-dire, d'après cette étude, environ 30% des contacts entrants entre les clients des banques et les banques se font désormais via le mobile, devant les agences, ça c'est sûr, devant les centres d'appel, devant les guichets automatiques et même devant l'Internet fixe. Du coup, j'avais envie de vous demander si vous constatiez ça dans vos divers établissements, si aujourd'hui, déjà, on devait parler plutôt de banque mobile que de banque en ligne. Olivier Chedeville, je crois que cette proportion de 30% dont je parle à la Société Générale, c'est 45%, c'est ça, des contacts entrants qui... Oui, le digital représente en gros quasiment 90% des contacts entrants. Et la moitié, c'est du mobile. Donc effectivement, on est à un bon 45%. D'accord. Et ça, c'est quelque chose, qui a évolué. C'est une évolution récente, le fait que le mobile soit passé devant l'Internet fixe. En fait, la progression ça a été assez fantastique. C'est-à-dire qu'il s'est rien passé sur le mobile. Enfin, c'est pas passé grand-chose sur le mobile jusqu'en 2010, et ça a littéralement explosé depuis. Et ça fait à peu près 2 ans que le trafic mobile a dépassé le trafic fixe chez nous. D'accord. Bernard Bordas, vous faites le même constat ? Alors, je pense qu'on a tous à peu près les mêmes constats. Au-delà de ça, je voudrais quand même préciser une chose. Un client à qui je vais envoyer un SMS le matin pour dire voilà le solde de votre compte, c'est un moment d'interaction. Lorsqu'il va consulter dans la RATP, effectivement, dans le métro, dans le bus, en grève ou pas, il va consulter effectivement ses dépenses sur son mobile, s'il y a interaction. S'il va catégoriser le soir, effectivement, sur sa tablette, ses comptes, peut être une interaction aussi. S'il vient aura un entretien de 2 heures en agence pour un entretien retraite, c'est un moment d'interaction. Donc on voit ce qui explose, en fait, c'est l'usage de la banque. Mais pour autant, le rôle de l'agence reste là et reste bien présent. Voilà. Ce sera un sujet, de toute façon, qu'on abordera, bien sûr. C'est un thème important. Philippe Poirot, je me tourne vers vous, donc toujours pour cette... Donc la tendance, oui, on est dans une consommation, comme on dit maintenant, omnicanal de la banque. Et c'est vrai que les canaux à distance, que ce soit le mobile, que ce soit l'Internet bancaire, c'est la majorité des contacts. Donc dans des sommes qui sont quand même assez vertigineuses, puisque les clients, des fois, vont jusqu'à 10 fois, 15 fois par semaine regarder leur compte, que ce soit sur leur mobile, que ce soit sur l'Internet bancaire. Ce qu'on peut peut-être dire là-dessus, c'est que nous, la tendance, les courbes sont en train de se croiser entre l'Internet bancaire et puis l'Internet mobile. C'est-à-dire que en 2015, les courbes se seront croisées. Sur nos réseaux Caisse d'Épargne et Banque Populaire, sur un trimestre, c'est à peu près 160 millions de contacts sur l'Internet fixe, 120, 130 sur l'Internet mobile. Donc ça représente, vous voyez, beaucoup de contacts, et que l'on pense que ça se croisera, voilà, mi-2015, c'est-à-dire cette année, quoi. D'accord, c'est-à-dire que donc les contacts entrants par mobile passeront devant les contacts entrant par l'Internet fixe. Absolument, en sachant que la consommation des clients, elle est multiple, c'est-à-dire que, on le sait tous, je pense que les gens utilisent leur mobile dans certaines situations, utilisent leur Internet fixe dans d'autres situations. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas encore dans une désintermédiation de l'Internet fixe. Au travail, les gens consultent leur compte sur leur poste de travail. Chez eux, souvent, ils l'utilisent sur une tablette ou voire sur leur mobile fixe. Dans le métro, sur leur mobile, sur leur portable. Donc voilà, on est quand même dans un usage, multi-device. Donc il ne faut pas abandonner les autres canaux, loin de là, je pense. Et naturellement, je partage ce point de vue. Le canal physique est fondamental, quoi. Il est fondamental pour faire de la réassurance dans nos métiers, qui sont des métiers de conseil, quoi. D'accord. J'ai juste une petite précision à vous demander.
Quand on parle de mobile, d'ailleurs, de quoi parle-t-on exactement? On parle plus du smartphone que de la tablette, finalement, non? L'usage... Non, pour nous, on parle... Enfin, moi, je parle des deux. Alors, je ne D'accord. sais pas si on est d'accord là-dessus, mais bon, c'est les deux. C'est l'usage de la tablette et l'usage du smartphone. On a vu les chiffres, hein, il y a plus de smartphones que de tablettes. Je pense qu'en France aussi, ce qui est un point important, hein, c'est qu'on a une couverture qui est plutôt bonne sur les réseaux. Mais l'usage de la data n'est pas encore totalement développé sur les smartphones. C'est-à-dire qu'on est aussi dans un apprentissage d'utiliser tous les contenus du smartphone. Hein. Les opérateurs, c'est bien leur job aussi d'essayer de favoriser ça, parce qu'il y a un enjeu économique associé à ça. Mais on est donc dans cette tendance aussi d'apprentissage, hein, sur l'ensemble du territoire français, de la population. Parce qu'on est un peu privilégié ici en se disant, bah oui, mais tout le monde utilise ici les datas sur son smartphone, ce qui n'est pas le cas forcément, même avec des smartphones qui le permettent pour certaines populations. Bernard Bordas, vous disiez aussi bien tablette que smartphone, en fait, hein, dans le mobile. Les deux usages sont très complémentaires. D'accord. Et Olivier Chedeville, c'est peut-être plus smartphone Nous, ce qui nous frappe, c'est que bon, d'abord, on a du trafic sur tablette, mais qui est pas majeur. C'est-à-dire que les deux gros sujets, c'est le fixe et le mobile. Et sur la tablette, la moitié des utilisateurs vont voir le site fixe et l'autre moitié utilise l'appli tablette. Donc c'est un peu difficile. C'est un peu difficile à identifier. Donc très clairement, il y a une ligne mobile, une ligne fixe, et puis il y a de la tablette entre un peu. D'accord, merci. Marc Campi, je pense que si je vous demande s'il faut déjà plus parler de banque 100% mobile que de banque en ligne, vous allez être d'accord, vous qui êtes responsable de l'Obank en France. Pour répondre à la première question, quand on regarde les nombres de contacts, le croisement s'est déjà fait en faveur du mobile. D'accord. Par contre, si on regarde les visiteurs uniques, ce qui est, je pense, une manière différente de regarder la question, le croisement n'a pas encore complètement eu lieu. Par contre, ce qu'on constate effectivement, c'est que la progression des gens qui consultent sur mobile est en très forte croissance, alors que si on regarde les usages globaux, Internet, fixe mobile, on est plutôt dans une croissance faible. Voilà, le grand saut a été fait au début des années 2000. Ce qui est frappant également de constater, c'est la progression extrêmement forte des gens qui ne consultent plus que sur mobile. Ça, c'est des progressions absolument incroyables. Nous, Vous avez quelques ordres de grandeur, éventuellement? Nous, on a autour de 2,8 millions sur BNP Paribas, 2,8 millions de visiteurs uniques par mois, dont 400 000 mobile only. Et ces 400 000 mobile only, ils étaient 150 000 il y a 2 ans. Donc ça, c'était vraiment des progressions très, très, très considérables, effectivement. Et pour répondre à la deuxième question, nous, au mobile, on met mobile et tablette ensemble. Voilà, c'est notre manière d'analyser les choses, sachant qu'en plus, au plan techno, chez BNP Paribas, on a vraiment on a privilégié les développements sur des applis natives. Voilà, donc c'est comme ça qu'on analyse la question chez nous. Merci beaucoup. Alors donc on voit les clients utilisent de plus en plus le mobile pour entrer en contact avec leur banque. Mais concrètement, pour l'instant, qu'est-ce qu'ils font ces clients bancaires sur leur mobile? On a vu tout à l'heure avec l'intervention de Daniel Pion et de Julien Maldonato de Deloitte que finalement les gens avaient l'air pour l'instant de se contenter d'opérations assez basiques, la consultation du compte. Est-ce que l'enjeu des prochaines années, pour vous, banque, ça ne va pas être justement d'essayer de développer sur ce canal de plus en plus important, le mobile, la possibilité de faire des opérations à plus forte valeur ajoutée? Philippe Poirot, Alors, nous, on a des chiffres aujourd'hui, on va dire sur 100 utilisations, c'est 80% à peu près pour la consultation des comptes, c'est 7-8% pour des virements, de compte à compte, on va dire, et puis le reste, c'est pour aller consulter, chercher des informations. Ça, c'est sur la consultation sur nos mobiles. Donc on voit quand même que le fait de consulter ces comptes, c'est le majeur. Et d'ailleurs, les applications, de fait, favorisent ça, puisqu'elles autorisent, en ce qui nous concerne, quelques autres fonctionnalités. On commence à faire de la souscription. Donc ça, c'est une tendance vers laquelle on va. On n'est pas un pure player de l'Internet, mais on offre ça à nos clients. La souscription débute.
Les chiffres sont en forte progression, mais restent quand même relativement faibles aujourd'hui. Par contre, la progression est vraiment très présente. Donc je pense qu'une étape qui est une étape complémentaire, ça va être l'achat, souscription de produits sur smartphone. Vous avez quelques chiffres éventuellement en termes de souscription? Non, j'ai les progressions entre 2013 et 2014 où on a à peu près de 30% de progression, mais je dirais que c'est sur un montant qui est pas très significatif. Donc voilà. Par contre, je pense qu'on est tous unanimes pour dire que le smartphone, c'est l'outil qui va permettre un grand nombre de valeurs d'usage et qui va permettre aussi de rentrer dans un monde qui arrive, qui est le monde des objets connectés. Et donc, de ce fait-là, on va être aussi tiré par tout cet environnement-là. Donc, naturellement, on réfléchit comme tous à qu'est-ce qu'on peut faire avec les beacons, qu'est-ce qu'on peut faire dans le monde de l'assurance avec le téléphone, etc., etc. Donc, je pense que ça va tirer beaucoup de choses. Après, ce qui est important, c'est l'expérience client, c'est la valeur d'usage, quoi. C'est ça qui me paraît fondamental, quoi. C'est le référencement des clients. J'avais un chiffre un peu incroyable, je crois bien il y a 140 milliards d'applications sur mobile qui sont téléchargées par an. C'est phénoménal. Après, combien sont utilisés, combien sont déréférencés, référencés. Voilà. Donc, je pense que le vrai sujet après, c'est l'usage et la valeur d'usage, quoi. C'est à quoi ça sert tout ça. On voit bien que nos clients, ils attendent des choses simples, déjà en termes d'accessibilité, en termes d'opération par rapport à leur banque. Après, il va falloir aussi proposer de nouveaux usages. Il y a plein de choses qui s'ouvrent à nous. On a parlé de plein de sujets tout à l'heure, le big data, les objets connectés, etc. Bon, voilà. C'est ce champ qu'il faut investir, quoi. Bernard Bordas, vous êtes d'accord? Vous, les clients mobiles utilisent... Non, bien sûr, on fait les mêmes constats, tout ce qui est gestion de compte, et je crois que c'est assez partagé par la profession. Après, la deuxième demande que l'on a, moi je rajouterais effectivement, il y a 4 ans, 3 ans, mais on ne la voyait pas vraiment venir, c'est la relation avec la banque. Aujourd'hui, on a plus dans l'appli, ce qui ressort dans l'appli, je parle bien de l'appli mobile, c'est la possibilité de rentrer en contact avec sa banque, soit par téléphone, donc très clairement, c'est le numéro de téléphone de ma banque, soit par chat, soit par SMS, donc pouvoir rentrer en interaction avec le conseiller, soit même demain, mais là, il y a des gens qui pourront en parler encore mieux que moi. Et puis, effectivement, c'est la prise de rendez-vous en direct. On vient d'ouvrir sur l'appli la possibilité de prendre un rendez-vous directement avec son conseiller en agence à partir de son smartphone. Et on voit que c'est une vraie demande, et plus l'appli monte, puisque ma banque aujourd'hui, c'est plus de 2 millions de visiteurs uniques par mois quand même, plus cette demande en parallèle se fait, et c'était un peu une surprise par rapport à ce qu'on pensait effectivement il y a 4 ans. Sur la souscription de produits, bien sûr qu'il y a une tendance et puis un souhait de le faire. Après, ça reste quand même quelque chose d'assez compliqué dans l'environnement bancaire, parce qu'on a tous des contraintes de conformité juridiques, on a tous des systèmes informatiques, donc je vais la faire assez simple sur le sujet. Et puis en même temps, sur le mobile, on ne peut pas être déceptif. À partir du moment où effectivement on lance quelque chose qui est trop compliqué, où le client ne comprend pas, le parcours client devient compliqué, et à ce moment-là, on a une rupture de parcours et c'est terminé. Donc ça, c'est une chose. Et on travaille aussi beaucoup, donc du coup, sur comment intégrer des étapes du parcours client dans le mobile. Alors, je vais prendre un exemple simple pour illustrer. Sur certains produits de chez nous, l'assurance IRD par exemple, on peut très bien faire un entretien téléphonique avec son conseiller, donc de chez soi, le conseiller en agence. Le conseiller va transmettre le contrat dans l'espace sécurisé du client et le client pourra pourra valider son contrat sur son mobile directement et être assuré de manière immédiate. Donc on essaie de jouer cette complémentarité entre l'agence, le mobile et le client. Olivier Chedeville. Moi, je suis très en phase avec tout ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, les clients utilisent l'application chez nous vraiment beaucoup pour de la consultation. Les chiffres sont quasiment les mêmes. C'est assez intéressant. Il y a une problématique. On parlait de référencement, des référencements. Nous, on a fait le choix d'une appli unique avec un point d'entrée unique parce qu'on estime que la notion de trafic est extrêmement importante. C'est là que ça va se jouer. C'est-à-dire que si on invente des choses compliquées mais qu'il n'y a pas de trafic dessus, on a juste perdu notre temps. On travaille beaucoup l'intégration entre le mobile et les autres canaux. C'est-à-dire que historiquement, on a une messagerie sécurisée sur l'Internet fixe qu'on a mis sur le mobile qui a littéralement explosé derrière. On travaille tout ce qui est intégration de la téléphonie dans le mobile parce qu'on oublie trop souvent que c'est un téléphone mais qu'il y a des choses merveilleuses à faire en causant à des vrais gens. On pense aussi que causer à des vrais gens, c'est aussi le cœur du métier. C'est-à-dire qu'on n'est pas très présent sur la souscription aujourd'hui. On est très fan d'approches qui combinent effectivement les deux canaux. On n'est pas convaincu qu'aller expliquer des produits compliqués sur un écran pas grand
Ça va beaucoup aider. Je reviens aux analyses de Deloitte tout à l'heure, avec des clients déjà à qui on ne sait pas bien expliquer les choses et qui ne sont pas forcément en mesure de les comprendre. Si en plus on fait ça sur un écran qui est tout petit, je pense qu'on va avoir des déceptions assez vite quand même. Donc ce qui pose le produit de la gamme qu'on veut proposer à l'achat sur le mobile, c'est-à-dire qu'on va se trouver face à du produit acheté. Est-ce que toutes les banques sont des reines du produit acheté? Je suis pas sûr, sorti des basiques. On va se trouver face à des produits qui doivent être simples. Je ne sais pas si les banques sont toutes les reines du produit simple. On va se trouver face à des tactiques d'upselling, cross-selling. Je ne suis pas convaincu que les gammes... En fait, je suis en train de casser du... je suis pas convaincu... Oui, non, mais ça fait rien, on est entre nous, quoi. Je ne suis pas convaincu que les gammes aujourd'hui conçues pour un réseau et du face-à-face soient totalement adaptées pour faire du cross-selling dans l'immédiateté sur du mobile. Donc voilà. Donc aujourd'hui, de la consultation... oui, du virement, oui, parler à son conseiller, classifier ses opérations, enfin tout ce qui a été dit là. Pour le reste, nous, c'est effectivement ouverture sur d'autres canaux et grosse réflexion sur la souscription demain et souscrire quoi et comment. Marc Campy, vous êtes aussi à ce niveau-là, on en est exactement au même point, en fait. Oui. Pardon. On est vraiment au même point. Je pense que... je crois que c'est une chimère de dire qu'on va vendre un crédit immobilier sur un mobile, en tout cas à court terme. Je crois qu'il y a la notion de conseil est très importante et la notion de réassurance. Et aujourd'hui, les clients, sur un acte important qu'ils font pas souvent et qui engage leur vie, ils ont besoin de quelqu'un. Pas forcément, c'est ce qui a changé, je pense, au cours des dernières années. Pas forcément en face à face. Ça, c'est un vrai changement. Parce qu'il y a de plus en plus de modèles très efficients où ce conseil-là se fait à distance, soit en visio, soit au téléphone. Ça, c'est le vrai changement. Mais en tout cas, il y a un besoin de réassurance avec quelqu'un qui apporte un conseil avec la caution de la banque, du conseil de la banque. Merci beaucoup. Donc voilà, on sait... ce que font les clients, on a compris ce qu'ils faisaient effectivement avec le mobile. J'aurais envie de vous demander, ces clients en fait très adeptes du mobile dans le cadre de la relation bancaire, qui sont-ils? Parce que spontanément, on peut se dire bon, c'est plutôt des jeunes, plutôt des geeks. En fait, je crois que, Marc Campy, je reviens vers vous justement tout de suite parce que je crois que c'est pas du tout votre cas. Chez Hello Bank, en fait. Nous, chez Hello Bank, qui est une banque qui est positionnée mobile, puisque notre marque c'est dit Hello Bank mobile comme vous. En fait, nos clients aujourd'hui sont surtout concentrés sur la tranche d'âge entre 25 et 55 ans, qui doivent représenter 70% des clients. Mais on a en fait assez peu de jeunes. Assez souvent, le premier compte bancaire est un compte en agence. Quand on a 18 ans, ou très souvent d'ailleurs les banques font beaucoup d'efforts pour avoir les enfants des clients, donc ça se passe souvent comme ça. Mais c'est vrai que souvent le premier compte bancaire du client, c'est un compte bancaire dans lequel il y a un conseiller. Et donc une banque comme Hello Bank attire surtout une clientèle à partir de 25 ans en fait. Voilà. Et de manière assez curieuse, donc on a une très forte concentration jusqu'à 60 ans, mais on a une quinzaine de pourcents de nos clients qui ont plus de 60 ans aussi. Philippe Poirot, le portrait robot de vos clients mobiles. On va dire la même chose, quoi. C'est à chaque fois on dit à peu près la même chose, mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est à peu près la même tranche d'âge avec quand on est une banque traditionnelle entre guillemets, c'est-à-dire multicanal. Cette volonté quand même du conseil en agence, quoi. Donc tout est fait aussi pour faire tourner l'ensemble des canaux autour du conseiller, quoi. C'est vrai que sur les jeunes, ils préfèrent venir en agence, tout jeune, pour se bancariser, parce que voilà, maintenant j'ai un banquier, j'ai envie de le voir, j'ai envie de lui parler, j'ai envie de voir à quoi il ressemble, et que c'est un acte quelque part pour rentrer dans le monde des grands, quoi. Je pense que ça c'est quelque chose qu'il faut bien intégrer, quoi. De dire on va gérer les jeunes parce que ils ont un taux d'équipement des mobiles beaucoup plus important que les moins jeunes, ce qui est vrai. Non, ils ont envie aussi de cette relation humaine, cette relation du contact. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut bien intégrer. Donc ça veut dire que la relation bancaire humaine est très importante. Alors elle se fait en face à face. Je rejoins ce qui a été dit. Nous, elle se fait beaucoup par téléphone depuis l'agence. Puisque le client, c'est un constat, vient moins
à l'agence. Donc il a fallu trouver le moyen de gérer une relation de qualité par téléphone en faisant de la souscription et de la vente par téléphone. Ça aussi, ça a été quelque chose, je dirais, d'important, dans un monde réglementaire qui nous impose beaucoup de choses. Donc ça aussi, c'est un canal de distribution et de contractualisation qui est très fort. Mais sinon, on se rend compte que nos clients sur le mobile, globalement, ils sont à peu près comparables au taux d'équipement par tranche d'âge sur le mobile. C'est-à-dire, ce qu'il faut bien voir, c'est que quand on achète un mobile, il y a déjà des applications qui sont dessus, quoi. Je ne sais pas combien il y en a, 20, 25, peu importe. Donc les gens, même s'ils ont 60 ans, 65 ans, alors peut-être après c'est peut-être un peu plus compliqué, mais ils vont voir, quoi. Et donc les banquiers aussi ont tendance sur les sites de consultation sur l'internet fixe à indiquer qu'on peut charger aussi des applis sur des stores pour son mobile. Donc tout ça fait que voilà, il y a un circuit global qui fait que bon an mal an, on a un taux d'équipement qui est relativement fort sur toutes les tranches d'âge, quoi, sur les applis mobiles. Merci beaucoup. Bernard Bordas. Alors ça fait 4 ans qu'on suit maintenant l'évolution de nos clients sur le mobile, en termes de taux d'utilisation et effectivement en termes de tranche d'âge. Et puis on a fait évoluer notre segmentation comportementale et puis finalement on est arrivé à une segmentation qui est un seul segment. Voilà, c'est un peu original. Parce qu'en fait, c'est tout à fait représentatif aujourd'hui de la population en mer. Donc voilà. Et donc c'est totalement, ça transcende totalement les CSP, l'urbain, le rural, ça transcende les âges, les sexes, ce que vous voulez. On a exactement la même représentativité que la population de base. Merci. Olivier Chedeville, je crois que vous partagez ce constat. Oui, pareil, c'est des gens normaux. Enfin, il y a de la représentativité la même. C'est non discriminant, oui, très clairement. D'accord. Par contre, ce qu'on voit, Christine, dans les banques mobiles, c'est dans les banques mobiles type Hello Bank, Boursorama, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 60% à 65% d'hommes. Ça, c'est. Oui, alors absolument. Ça, et voilà, vous faites bien de me le rappeler. Oui, tout à fait. C'est quelque chose que vous observez, vous aussi, une proportion d'hommes surtout dans les clients mobiles. D'accord. Autre typologie des clients, parce que là, en fait, finalement, on a beaucoup parlé des clients particuliers, en définitive. Il y a évidemment les clients professionnels aussi. Comment est-ce que vous gérez le mobile dans la relation avec les clients professionnels, ou plutôt, finalement, comment eux utilisent-ils le mobile? Est-ce que dans le cadre de leur relation professionnelle, ils sont très friands de mobile? Est-ce que vous avez des applications mobiles spécifiques pour cette clientèle? Olivier Chedeville, je me tourne vers vous. Un grand merci pour cette question, parce que c'est vrai qu'on parle toujours de la clientèle de particuliers et tout ce qu'on va faire de génial et tout. Les pros sont très friands de mobile. Nous, on a une appli pro dont personne ne parle jamais, mais dont on est très content parce qu'on l'a vraiment conçue pour les pros en se disant c'est quoi votre besoin, vous déplacez, vous voulez qu'on vous informe, donc tout ce qui est alerte prend beaucoup d'importance, tout ce qui est rapidité pour voir ses comptes, tout ce qui est comment je peux contacter mon conseiller, et comme on l'a fait après toute l'expérience qu'on avait acquise en Clippery, on a réussi à faire quelque chose qui vraiment colle aux besoins. Et oui, il y a une vraie demande des pros et qui est arrivée très vite. C'est-à-dire que je vois même en interne, je ne sais pas chez vous, mais c'était pas vraiment un sujet il y a encore 3-4 ans. 3-4 ans, c'était le mobile pour les pros. Et en fait, le phénomène d'accélération qu'on voit en prix était encore plus radical pour les pros. Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Vous observez la même chose, Bernard Bordas, au Crédit Agricole Sachant qu'on connaissait quand même l'application de la Générale, donc sur les pros. Et effectivement, jusqu'à présent, on traitait les pros comme des particuliers, en fait, parce qu'ils ont ces besoins également de gestion de compte, de trésorerie, ainsi de suite. Et donc, en termes bancaires, la gestion de leur compte, c'est quand même quelque chose de fondamental. Après, il y a un phénomène en plus qui arrive, c'est que le pro utilise ces devices pour son usage personnel et professionnel. Et notamment avec la montée en charge de la tablette qui favorise. Et donc, du coup, effectivement, ça va ouvrir des opportunités nouvelles pour nous, du type, effectivement, de pouvoir consolider, je m'entends, pas au sens comptable du terme, mais d'avoir la même vision, une vision unique sur ses comptes pro et personnels, et de pouvoir, derrière, contextualiser un certain nombre de services. Alors, on peut parler de gestion de trésorerie pour les pros, on peut parler peut-être des notes de frais, de suivi des factures, des choses comme ça, qui existent en tant que telles sur des applis spécifiques, mais qui pourraient être agrégées, là, du coup, avec une appli professionnelle. Oui, sur les pros, ce qu'on constate, c'est que l'usage de la tablette est très développé. C'est une population qui a investi et qui utilise des tablettes.
À ce jour, nous, on travaille sur ces sujets-là, pour être très clair. Je pense qu'on n'est pas encore, je dirais, en train voilà, on n'a pas encore les usages qui conviennent sur cette population-là. On a travaillé quand même pas mal sur l'entreprise aussi. On a une offre sur de la PME, voire de l'entreprise sur mobile, notamment une offre sur un socle qui s'appelle Turbo, qui est une offre suite entreprise qui permet aux chefs d'entreprise, en fin de compte, de valider des transactions, enfin d'avoir une agrégation déjà des comptes sur les normes BICS, donc des comptes qu'ils peuvent avoir dans les différentes banques, donc une vision consolidée, de pouvoir faire des opérations de compte à compte, de banque à banque, et ça aussi dans un processus qui est propre aux entreprises, c'est-à-dire avec des niveaux de validation au sein même de l'entreprise entre des habilitations différentes. Tout ça sur tablette, sur mobile, sur fixe aussi. Donc on voit que cet usage est important parce que ça permet en fin de compte de traiter des opérations à distance, à l'étranger, sur ce type de besoin. En fin de compte, ça colle à un besoin qui est réel, quoi. De pouvoir se dire, voilà, j'ai mes salaires à virer, ou j'ai des opérations à faire de banque à banque, ou des factures à régler, etc. Et donc cette mobilité, on l'a par rapport à des gens qui sont mobiles, quoi. Donc je pense que c'est une population, en effet, que ce soit les pros, les entreprises, où il faut y être plus tôt, quoi. C'est assez clair. C'est les premiers utilisateurs, je pense. Merci. Marc Campi, chez BNP Paribas, quelle est votre stratégie pour les professionnels? Je vais faire une réponse en deux parties. Donc, la première, nous on considère chez BNP Paribas que le pro, c'est le conseiller qui doit rester le pivot de la relation. Donc le conseiller en agence, le conseiller pro, qui est capable qui connaît son client, qui connaît le projet professionnel du client. Donc là, on est vraiment dans une logique d'enrichir tout ce qu'on peut offrir en matière d'internet et de mobile à ses pros. Et bon, là, je pense que du côté de BNP Paribas, je pense on considère qu'on n'est pas au meilleur niveau. On a des programmes et des plans pour progresser beaucoup sur ce domaine, sur les années 2015-2016. Ensuite, la deuxième partie de la question, c'est est-ce qu'il y a une catégorie de pros qui pourrait être éligible à des concepts de banque 100% mobile, type Heliobank? Et ça, c'est une question intéressante sur laquelle on est en train de travailler. Parce que, je pense que le boulanger qui remet son cash à l'agence tous les 2 jours, c'est probablement pas un client éligible Hellobank. Mais je pense qu'il y a des catégories de professionnels qui pourraient être attirés par des concepts de banque 100% online. C'est des sujets sur lesquels on est en train de réfléchir à moyen terme, mais c'est des sujets, je pense, sur lesquels on bougera probablement dans les 2 ou 3 années qui viennent. Merci beaucoup. Tout à l'heure, quand Deloitte a présenté son étude, il y a une chose qui m'a paru importante sur la confiance qu'ont les clients dans leur banque. Parce qu'on le sait très bien, depuis la crise financière de 2008, la confiance des gens vis-à-vis du secteur bancaire dans son ensemble s'est dégradée. C'est différent par rapport à sa banque principale. On l'a bien vu dans l'étude de Deloitte. Il y a 60% des clients qui ont confiance dans leur banque, mais le verre à moitié vide montre que, comme le disait Daniel Pion, 4 clients sur 10 n'ont pas une confiance démesurée dans leur banque principale. Est-ce que l'utilisation croissante du mobile, ça peut vous aider, vous, banque, dans dans la reconquête de la confiance des clients? Parce que finalement, je crois que vous me disiez, Olivier Chedeville, je crois que les clients consultent leur application bancaire mobile 20 fois par mois, il me semble. Voilà, c'est... Oui, c'est la moyenne, effectivement. En fait, on attache énormément d'importance au fait que le mobile, et ça a été évoqué tout à l'heure d'ailleurs côté Deloitte, c'est l'aspect tactile des choses. C'est-à-dire que quand on va utiliser son appli, on va quand même, entre guillemets, toucher la banque 20 fois par mois. Et on est persuadé que l'expérience que va vivre le client là,
C'est-à-dire à la fois la disponibilité du service, sa rapidité, la fluidité, le fait que, pour rentrer en technique, on développe beaucoup en natif, même si ça coûte plus cher, etc., parce qu'il y a une expérience client qui, pour le moment, est toujours imbattable. On veut travailler ça parce qu'on se dit, dans ce contact, hein, parce que effectivement, on évoquait tout à l'heure au départ qu'il fallait pas forcément mélanger tous les contacts et que 2 heures avec son conseiller en face à face, c'était pas une consultation à l'arrache, ce que je partage 100%. Cela étant, l'expérience avec la banque en nombre de contacts, en toucher, etc., va beaucoup passer par l'appli aujourd'hui, qu'elle soit tablette ou qu'elle soit mobile, et on attache énormément d'importance à ça parce qu'on pense que la perception du vécu avec sa banque, quand on voit son conseiller une fois tous les 3 ans, eh ben, il va passer beaucoup par le mobile et il faut être irréprochable là-dessus. Et même plus qu'irréprochable, si on pouvait donner, j'aurais un peu de mal à le dire, mais il faut que je l'assume, un peu de plaisir, un peu de fun, un peu de cool, je sais pas, dans cette expérience-là. C'est dur la vie de banquier quand même, hein, parce que non, mais faut que vous me souteniez un peu là. Donc, ce sera encore mieux, voilà. Merci beaucoup. Bernard Bordas, oui. dans le cadre de la... Moi, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit, hein, qui est très vrai. Mais dans la confiance, c'est que vous l'évoquez, en fait, il y a 2 notions. Il y a la confiance et la satisfaction. Et je ne voudrais pas mélanger les deux. Aujourd'hui, toutes les études montrent, en tout cas les nôtres, et je pense que les vôtres de la même manière, que le client, grand public, hein, je parle, a confiance dans sa banque. Il a vraiment confiance parce qu'il a confiance dans son agence. Il a confiance dans son conseiller. Il a confiance dans la sécurité de ses données, le fait qu'on sache les garder confidentielles. Il a confiance dans ses transactions, hein, parce qu'on fait quand même des milliards de transactions sont complètement sécurisées et juste au centime près. Et puis, il a surtout confiance dans la capacité qu'ont nos établissements à lui rembourser ses sous dans 15 ou 20 ans. Quand je prête 20 000 euros à ma banque ou 50 000 euros à ma banque, quel que soit le contrat, j'espère bien qu'elle va me les rendre un jour. Encore faut-il qu'il soit là dans 20 ans ou 50 ans. C'est un vrai sujet quand même. Et ça, c'est un autre sujet de dire il y a des irritants, il y a un niveau de satisfaction qu'on peut peut-être certainement tous améliorer avec des vrais irritants. Alors j'ai entendu hein, la rotation des conseillers, des choses comme ça. C'est très très vrai. Hein, donc on en est tous également conscients. Et là, effectivement, et le mobile pour moi va participer beaucoup plus à relever ce niveau de satisfaction. Et je partage tout ce que vous avez mis en complément par rapport à ça. Et puis il va attendre de l'instantanéité, il va attendre de la mobilité. C'est ça. Et donc, pour moi, le mobile va contribuer à la satisfaction beaucoup plus qu'à redorer la confiance des banquiers, que pour moi, on n'a pas perdu. Merci. Philippe Poirot. Oui, sur cette notion de confiance, on est une profession où il y a une notion qui est importante, qui est le secret bancaire. Je pense que ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, ça nous oblige naturellement à être très vigilants sur les données de nos clients et sur les niveaux de sécurité à mettre en place pour les protéger, ces données-là. Donc on est dans un monde où on voit bien que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, par rapport, on parlait des GAFA, des nouveaux acteurs. Donc ça nous pose déjà un premier point, une première difficulté dans certains cas. Mais en tout cas, moi, ce que je pense, et nous, ce qu'on pense au niveau de BPCE, c'est qu'il faut qu'on ait un contrat clair avec nos clients sur justement ce niveau de sécurité et ce qu'on fait de leurs données. Ça, pour moi, ça me paraît fondamental, quoi. C'est le premier point qui est très important. Et ça, c'est notre responsabilité. La confiance passe par là, quoi. Ce point-là est essentiel. Après, sur votre question sur le mobile, je pense que la confiance, elle est dans une vision un peu globale de la relation. Ce que l'on constate, ce qui est assez marrant, c'est que enfin marrant, je sais pas si c'est marrant d'ailleurs, mais ce qui est surprenant, c'est que dans les enquêtes, la relation avec le conseiller est perçue encore plus importante qu'elle n'était auparavant, alors qu'il y a de moins en moins de contact avec le conseiller. Donc, il y a un paradoxe, quoi, qui est en train de s'installer là. C'est-à-dire que le client dit « je suis très très attaché à mon conseiller », même s'il ne le voit pas dans l'année, quoi. Donc on voit bien que cette relation digitale et humaine et ce complément des deux est fondamental, quoi. Donc ça veut dire que c'est un tout, quoi, et que la gestion de cette relation, elle est bien dans un tout. Alors nous, dans le plan stratégique qu'on a, c'est le terme le meilleur de l'humain et le meilleur du digital, quoi. Alors ça peut paraître un peu simple, mais je pense que ça résume quelque part l'expérience client, quoi. Je pense que c'est ça. Aujourd'hui, le client, il a besoin de ces deux mondes-là. Et la réassurance, elle sera sur son conseiller comme elle sera sur son téléphone, parce qu'il recevra sur son espace sécurisé le mail de son conseiller à l'issue de l'entretien, ou qu'il aura une enquête de satisfaction. Donc on est bien dans une approche globale de l'ensemble. On a encore, je pense, du chemin à faire dans cette intégration globale, mais l'un ne va pas sans l'autre, quoi. Et que la confiance, de mon point de vue,
dans le monde bancaire, peut-être ça sera différent d'ici quelques temps, mais se fait aujourd'hui avec de la réassurance humaine de manière forte, quoi. Merci beaucoup. Moi, je diverge un peu de cette dernière analyse. Je pense que la question, la question, est-ce que vous avez confiance dans votre conseiller, c'est une question qui est, je ne suis pas sûr qu'elle soit posée dans les enquêtes de manière à ce que le nom vienne très naturellement. Ma conviction, c'est que la demande du client va vers plus d'expertise. Ça, j'en suis absolument convaincu. Mais je pense que petit à petit, on va se détacher du modèle du conseiller dédié, parce que le client ne va plus en agence, parce que la rotation des conseillers est forte. Donc, moi, je pense que le modèle va être, quand je vais en agence, je veux un service de grande qualité. Je souhaite pouvoir faire très très vite une opération simple et éventuellement avoir du temps pour avoir un conseiller, mais qui là sera très bon et très spécialisé. Et par ailleurs, je gère moi avec mes applis, mon ordinateur, mes affaires. Donc, c'est d'ailleurs BNP Paribas a lancé l'année dernière le programme dit préférence client, et le programme préférence client, c'est ça, c'est une spécialisation des agences, c'est une spécialisation des conseillers, et une partie significative des clients qui aujourd'hui avec un conseiller dédié n'auront plus un conseiller dédié. Par contre, ce sur quoi BNP Paribas s'engage, c'est à donner plus d'expertise et plus de digital. Donc moi, je pense que la tendance est plutôt dans cette direction-là, plutôt que de s'accrocher à un conseiller dédié qui est en fait de moins en moins vu et qui, de fait, lorsqu'il y a une question précise, n'a pas l'expertise. Parce que ce conseiller dédié est par construction généraliste. Merci beaucoup Marc, vous m'offrez une merveilleuse transition avec la question suivante qui portait justement sur la place des agences, des conseillers en chair et en os dans cette révolution numérique et maintenant mobile que connaît le monde bancaire. Donc voilà, depuis le début de la table ronde, on l'a bien senti, il y a visiblement plus une histoire de complémentarité entre les différents canaux. Mais concrètement, quelles sont les répercussions de ce développement du mobile dans la relation bancaire sur l'organisation du travail des conseillers, sur l'organisation du réseau d'agences aussi? On sait que tous, quand même, vous réfléchissez donc à des nouveaux formats d'agences, à peut-être des regroupements d'agences. Je crois que c'est le cas à la Société Générale, notamment Olivier Chedeville. En fait, je suis toujours un peu embêté par l'angle qu'on prend naturellement. Nous, il y a une conviction qu'on a, et je crois qu'on la partage, c'est que l'humain reste important. Il y a l'humain expert, et ça c'est pour nous fondamental. Il y a aussi l'humain réassurant, rôle social, même si le terme peut être galvaudé, accompagnement, etc. Et qui fait que parfois, on est tous les mêmes, même si on achète en ligne, le fait de savoir qu'il y a un numéro de téléphone pour appeler en cas de problème, c'est pas mal. Et toute personne qui a acheté, on va pas citer de marque, mais genre Amazon, et qui a eu un problème, a pu apprécier quand même qu'il y a un système d'assistance téléphonique, callback, machin, qui est absolument remarquable. Donc je crois qu'on oppose deux mondes qui sont le monde du mobile et le monde de l'agence. Moi, je pense qu'il y a un monde du client tout seul devant son écran qui fait ses affaires. Et puis, il y a un monde du client qui a besoin de parler à quelqu'un. Et là, je pense que c'est ni monolithique dans le type d'acte, c'est-à-dire ça va dépendre des gens qui ont besoin plus que d'autres de parler. Voilà. Puis ça va dépendre des moments. C'est-à-dire qu'on peut avoir très bien faire son affaire sur Internet pendant 3-4 ans tout seul, et puis à un moment avoir besoin de faire un crédit immobilier. Là, on sera merveilleusement content de rencontrer quelqu'un. Donc, je ne peux pas répondre oui ou non, mais sûr, il faut du digital et du digital de très haut niveau, premièrement. Deuxièmement, il faut de l'humain. Alors, qui va habiter dans une agence parce qu'on pense qu'il y a une vraie importance à ce qu'on puisse voir où est sa banque dans sa ville. Voilà. Donc, incarner. Voilà, il faut incarner. Il va y avoir besoin d'humain et qui peut être accessible au téléphone, par mail, etc. Et de plus en plus, l'agence est moins un lieu de face à face, comme on disait tout à l'heure, et beaucoup plus un lieu. Donc tout ça, les barrières tombent, les distinctions tombent. Donc de l'humain et la capacité, quand un client passe 3 ans sur le digital, à l'amener facilement vers de l'humain et un humain qui va être réactif, nous sommes très importants. Et là, il y a aussi beaucoup de travail à faire, c'est-à-dire que où il y a peut-être deux mondes, en revanche, c'est chez nous comme établissement, c'est-à-dire que d'un côté, il y a le digital, de l'autre, il y a l'agence qui vit sa vie. De plus en plus, nos conseillers sont rompus
au lien avec le client en digital. Je pense qu'il faut travailler beaucoup plus là-dessus. Le téléphone, le mail, demain la visio. Il y a beaucoup de choses comme ça. Et peut-être qu'il y aura les conseillers habiteront plus forcément dans l'agence, mais aussi dans des. Alors le mot est très souvent galvaudé. Des plateformes. Alors on peut parler de, je sais pas, d'environnement favorisant la relation à distance dans un environnement agréable, etc. Enfin, voilà, on peut essayer de dédiaboliser le terme. Mais voilà, donc de l'humain, oui. Voilà, ça c'est sûr. Merci beaucoup, Bernard Bordas. Bien. Donc, on se sent un peu concerné par le sujet avec 7000 agences en France. Bien sûr. Donc, d'abord, je voudrais dire, on a fait des études assez récentes. Une étude qui dit notamment que même les clients qui ne viennent jamais en agence veulent des agences. Parce que référence, possibilité de venir, ainsi de suite. Et donc, on est persuadé que, je partage tout ce qui a été dit également, mais pour nous, les agences sont restées au cœur de la relation. Et ce qui est certain, par contre, c'est que ce qu'on va y faire à l'intérieur va changer. Le rôle du conseiller va changer. C'est vrai qu'on était essentiellement sur un rôle de conseiller face à face, mais demain, notre conseiller va devenir multicanal. Il va être capable, effectivement, de traiter des clients par téléphone, par chat, par visio, en face à face, parce qu'il y en a quand même qui viennent encore. Encore une fois, vous le disiez encore tout à l'heure, il y a 40% des gens qui n'ont pas de smartphone, quoi. Il y a 50% des gens qui ne sont pas sur Facebook, il y a quand même 48 millions de Français qui ne sont pas sur Twitter. Donc c'est pas parce qu'il y en a qui sont sur Facebook, Twitter et qui ont des smartphones et qui les utilisent qu'il ne faut pas s'occuper des autres clients aussi. Et nous, notre métier, c'est de s'occuper de l'intégralité de nos clients. Donc ça, en passant, ceux qui n'ont pas de smartphone, il y en a encore, je vous le garantis, et ceux qui en ont, qui l'utilisent. Ça, c'est la première chose. Et donc, nos conseillers, ce qu'on va faire dans nos agences va changer. Et aujourd'hui, quand on est en face à face, on traite l'intégralité d'un parcours client. Le client vient se renseigner, un crédit habitat, il va faire ses simulations en agence, il va le signer en agence, il va le débloquer en agence. Demain, on peut très bien imaginer qu'il va rentrer par seloger.com, par exemple, passer sur IMO, une plateforme de prêt chez nous, et arriver à une étape de parcours simplement pour concrétiser. Donc toutes les étapes d'avant-vente ont été faites sur le digital, il va venir concrétiser. Il peut très bien aussi commencer par se renseigner sur les taux de crédit en agence et concrétiser demain sur sa tablette et avoir son accusé de réception par SMS. Donc voilà, et donc fondamentalement, l'agence a resté au cœur de la relation, le conseiller parce que c'est une vraie demande client, y compris, je le redis, pour des gens équipés qui ne viennent jamais en agence. Par contre, ce qu'on va y faire va changer fondamentalement et on va passer avec des conseillers en mode multicanal. Enfin, je pense. Merci. Philippe Poirot. Bon, moi, je partage tout ce qui a été dit là. Je prendrai un autre exemple dans notre secteur qui est intéressant, qui est la FNAC. Parce que la FNAC, c'est quand même une sacrée performance, ce qui a été fait, ce qui est en train d'être fait par Alexandre Bompard, sur une boîte qui était moribonde. Et aujourd'hui, il ouvre des points de vente physiques. Il ouvre des points de vente physiques parce qu'il y a un vrai besoin de réassurance. Il y a un besoin de mixer justement cette approche multicanal, que les clients aillent voir les produits, même s'ils achètent sur Fnac.com, le troisième site marchand français. Tout ça, ça montre bien que Amazon a évoqué, c'était peut-être un épiphénomène qu'il ouvrait une boutique à New York, mais on voit bien que le monde, il est en fonction des habitudes de nos clients. Quand on veut fermer une agence, nous, alors je peux vous dire, la mobilisation, elle est terrible dans les régions, dans les campagnes. Je pense que c'est partout pareil. C'est-à-dire que les villageois, le maire, le député, enfin tout ce qu'on peut imaginer qui se mobilisent, parce que c'est une boutique, parce que c'est un lieu de vie, parce que dans les tout petits villages, c'est ouvert le jour du marché, parce que c'est ce qu'attendent les Français, c'est du lien social aussi. C'est-à-dire que Internet, les réseaux sociaux, c'est une partie de la vie, mais c'est pas que la vie, quoi. La vie, c'est aussi de la rencontre, c'est aussi de la chaleur, c'est aussi de l'humain, et c'est de la confiance, ce qu'on disait tout à l'heure. Et la relation de confiance, de mon point de vue, ça s'inscrit aussi dans la durée. C'est-à-dire que la confiance, on ne fait pas confiance à n'importe qui, n'importe comment, quoi. Et donc cette dimension humaine est fondamentale. Par contre, pour nous, je pense l'enjeu qui est majeur, c'est comment on amène l'ensemble de nos conseillers aussi à ce niveau du digital. Ça, c'est un point fondamental, quoi. C'est-à-dire qu'on a des conseillers on en a des dizaines de milliers, donc ils représentent l'ensemble des Français, c'est-à-dire qu'ils sont très représentatifs de la population française. Donc on en a qui sont très geeks, il y en a qui sont agiles avec les nouvelles technologies, puis d'autres, c'est l'inverse de ça, quoi. Et là, on est en train de déployer la signature électronique en agence, donc la contractualisation électronique en agence, et ça, c'est une stratégie très importante. C'est-à-dire que ce que l'on donne à nos clients en termes de technologie, il faut aussi qu'on le donne à nos conseillers. Et on voit que cette appropriation, alors que le process est relativement simple, naturellement, il faut investir un petit peu de temps en termes de formation. Ça veut dire aussi que si je suis client
que j'utilise mon mobile, je vais aller voir mon conseiller, je vais lui dire, écoutez, là je suis sur iOS, qu'est-ce que je peux faire comme transaction sur mon iPhone 6 ? Je peux vous dire que ce soit dans notre réseau ou dans les autres réseaux, ça va être compliqué. Donc ça veut dire aussi qu'il faut les mettre à niveau par rapport à ça. Les mettre à niveau, peut-être les équiper aussi d'outils identiques à ce qu'ont leurs clients. Tout ça, ça fait partie de la transformation digitale de manière globale. Donc, pour répondre à votre question, moi je pense que la relation humaine, j'en ai une intime conviction, elle a encore de beaux jours devant elle. Qu'elle se fera, et là je rejoins ce qui a été dit, peut-être par téléphone, ou peut-être en visio, et en face à face, mais ça sera de la relation humaine, et je pense qu'elle est fondamentale dans nos métiers. Au-delà du fait qu'on ait un grand nombre d'agences, c'est pas le sujet. Je pense que c'est un vrai sujet de réassurance. Et donc, du coup, après, notre enjeu, je pense, quand on a des grands réseaux physiques, c'est d'amener et de lever le niveau de compétence de nos collaborateurs dans le monde du digital, en les équipant, en donnant des choses aussi bien que ce qu'on donne à nos clients. Et nous, c'est un peu notre stratégie. On n'avance pas que d'un côté, mais on essaye aussi de donner et d'offrir à nos conseillers les mêmes outils qu'on offre à nos clients. Merci beaucoup. Marc, je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter, vous avez déjà pas mal parlé sur ce sujet. On constate les mêmes tendances, même si BNP Paribas n'a que 2000 agences par rapport à vos chiffres. Non, je voulais simplement faire un petit focus pour l'auditoire sur la taille du marché aujourd'hui des banques 100% mobiles. Ça reste aujourd'hui un petit marché, Boursorama, Hello Bank, Fortuneo, enfin tout. ING, on estime aujourd'hui que si on regarde les comptes courants, c'est entre 3 à 4% du stock de comptes courants. Avec donc la taille de marché, c'est assez compliqué parce que tout le monde a tendance à être un petit peu optimiste, je crois, que sur ses propres chiffres, mais l'ouverture des comptes courants sur les banques 100% en ligne, ça doit être aujourd'hui entre 15 et 20% du flux d'ouverture de comptes courants par an. Donc on a un phénomène d'accélération très fort, mais aujourd'hui ce concept de banque 100% en ligne, ça reste un phénomène minoritaire, très concentré sur des zones urbaines, très concentré sur des CSP favorisés. Merci beaucoup. Alors, après le mobile, quel sera le prochain objet connecté qui pourra être intéressant dans le cadre de la relation bancaire ? Je crois que vous travaillez tous pas mal là-dessus. Certains d'entre vous, certaines de vos banques organisent notamment des hackathons dans le cadre desquels des développeurs informatiques, des étudiants, des startups planchent sur les possibilités d'utilisation d'autres objets connectés dans le cadre de la relation bancaire. Je crois que chez Société Générale, vous avez notamment incubé, il me semble, une start-up qui avait une idée sur le beacon, sur les technologies beacon. Donc les prochains objets connectés qui ont du potentiel dans le cadre de la relation bancaire, selon vous, Olivier Chedeville, quels sont-ils ? Moi, j'attends l'intervention de 11h tout à l'heure, je crois que c'est ça, 11h15, qui va traiter du sujet avec une grande impatience. Nous, on cherche. Effectivement, on organise des hackathons parce que c'est assez sympa de voir comment des gens ont plein d'idées. Et je reviendrai à ce qui a été dit tout à l'heure. Dans les collaborateurs, des collaborateurs montrent qu'ils ont une vraie capacité à avoir des idées, à développer et tout. Et les mélanges peuvent être... il y a des choses extraordinaires à faire qui, pour nous, qui faisons des conférences sur le mobile et l'avenir du monde, ça nous fait du bien de passer un petit hackathon de temps en temps et de voir qu'il y a plein d'idées et que voilà, c'est rafraîchissant aussi. Donc voilà. Après, pour l'application immédiate du sujet, j'avoue que je ne vais pas être l'orateur le plus... C'est pas grave. Voilà, donc je vais passer la balle. Non, voilà. On cherche. Voilà, très honnêtement, on cherche. Bernard Bordas. Moi, je voudrais faire un petit retour en arrière, parce qu'en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans les années 95 à peu près, c'était l'arrivée de l'Internet grand public en France. AOL, voilà. C'est 20 ans. Alors, c'est court, c'est long, c'est comme vous voudrez, mais c'est quand même pas si vieux que ça. Et puis, en 20 ans, il s'est passé quand même 2-3 choses. Et puis, on a appris progressivement à faire la différence entre ce qui était des vraies tendances de fond. Les tendances de fond, on est passé du fixe au mobile. On est passé de la course à la pistance, pour ceux qui étaient déjà sur Internet, avec les tutututut à 56K, des images qui défilaient pas un point.
3 heures pour une image. Aujourd'hui, sur Facebook, ce serait juste insupportable. Voilà. Et puis, dans les tendances de fond actuelles, il y en a 2 pour moi, effectivement. C'est le cloud, la cloud, qui est vraiment la tendance de fond majeure et sur lequel on travaille plus qu'activement. Et puis, il y en a une deuxième qui arrive, très clairement, c'est les objets connectés. Et quand on dit objets connectés, ça veut tout dire et rien dire. Moi, mon rêve, je vais vous le dire, c'est de passer devant mon supermarché, que mon frigo me dise, il faut acheter du beurre, que je rentre acheter le beurre, que je ressorte sans passer par la caisse parce que c'est payé. Voilà. Donc on travaille beaucoup là-dessus, parce que surtout sur la partie paiement, vous avez bien compris. Voilà. Mais donc quels sont les objets connectés ? C'est compliqué parce que il y a des tendances de fond, il y a des choses qui sont éphémères. Ça passe, ça revient. On peut citer Second Life. Voilà, à une certaine époque, il fallait, je parle pour les plus anciens bien sûr, il fallait être sur Second Life où on n'existait pas, avec les avatars, si on était anonyme. Maintenant sur Facebook, voilà, c'est nous-mêmes. Voilà, il fallait être dessus. Et puis maintenant, Second Life, plus personne ne connaît quoi. Et puis on ne sait pas trop comment classer. On parle beaucoup des montres en ce moment. Alors moi, j'attends pas 11 heures, j'attends le mois d'avril pour savoir ce qui va se passer, parce qu'il paraît qu'il y a une nouvelle qui va arriver sur le marché au mois d'avril, là, donc s'il n'y a pas de retard. Donc voilà. Donc on va voir si ça va changer la donne, mais pour l'instant c'est vrai que les montres elles n'ont pas décollé, les bracelets qui vous donnent le poids, le machin, tout ça, ça n'a pas encore décollé. Et donc il y a des choses qui sont en gestation, et puis il y a des choses qui vont venir un peu. Et donc on regarde, on observe, mais vous avez bien vu que dans les banques on avait des systèmes d'information qui étaient un peu psychorigides. Donc on essaye de combiner tout ça. Quand on peut surfer, on le fait, et puis pour le reste on surveille avec beaucoup d'attention. Donc vous n'aurez pas la réponse. Ceci dit, il y a une intervention sur CS Store dans pas longtemps, donc qui est très intéressante aussi. Merci. Juste une petite seconde, effectivement. Nous, on a commencé de s'occuper du mobile en 2000. On faisait rigoler tout le monde. Et puis un jour, ça a démarré. Et donc, nous, vis-à-vis des objets connectés, on a à peu près cette approche-là, c'est-à-dire on ne sait pas bien, mais on prend la chose très au sérieux, parce que si ça se trouve, ça va décoller un jour pareil, et donc tirons les leçons de ce qui s'est déjà passé et suivons ce qui se passe. Philippe Poirot, je crois que pardon, Marc, voilà, comme... C'était pour que ça soit pas monotone. Voilà, très bien, mais merci beaucoup. Marc, je crois sur les montres... Nous, on ne sait pas non plus, mais le fait est que nous, on y est allé, puisque on a lancé une Hello Watch, en fait, qu'on a décliné quelques semaines après sur une appli sur BNP Paribas. Donc c'est une appli sur les montres Android qui fournit votre solde, les dernières opérations. Vous pouvez déclencher une conversation téléphonique avec votre conseiller ou avec la plateforme depuis votre montre. Bon, c'était un peu gadget, mais le nombre de connexions n'est pas ridicule. C'est assez surprenant. Bon, et donc nous, je pense que quand la montre Apple sortira, probablement on fera l'effort pour donner l'appli, en tout cas pour Hello Bank, pour fournir une appli Apple pour Hello Bank. Voilà. Donc voilà, ça fait partie des choses, je pense, sur lesquelles il faut être alerte. Et moi, j'y crois assez. Voilà. Merci beaucoup Philippe Poirot, parce que je crois que BPCE a fait des expérimentations avec les Google Glass. Alors bon, on sait que les ventes sont suspendues. Moi, je crois beaucoup, en tout cas, au développement des objets connectés. Après, les objets connectés immédiatement dans la banque, je pense que ça sera un process a priori un peu plus lent. Mais on le voit bien, ça a un impact très fort aujourd'hui, par exemple dans la santé. Je pense que de plus en plus ça émerge. On voit que ça a des applications qui peuvent avoir du sens dans le monde de l'automobile, que les constructeurs automobiles travaillent là-dessus parce que sinon ils vont se faire des intermédiaires. Donc on voit qu'il y a un marché, on annonce un marché énorme en termes de milliards sur les objets connectés. Donc nous on a fait des protos. Alors tout le monde parlait des Google Glass il y a 2 ans, 3 ans en disant que ça allait être une révolution. Bon, il s'avère que les Google Glass pour l'instant pour le particulier c'est pas grand-chose. Peut-être dans certains métiers chez les professionnels ça peut avoir du sens. Donc nous on avait fait deux protos. On avait fait un proto où on pouvait envoyer une image dans son coffre-fort numérique à partir de ces Google Glass, donc en la photographiant et puis en l'envoyant dans un coffre-fort numérique, qui est une offre qu'on propose à nos clients. On en a fait une deuxième pour l'aide, pour remplir un constat lors d'un accident, où là, le conducteur appelle une plateforme, fait des photos et la plateforme l'aide à remplir son constat. Bon, pour l'instant, combien de personnes ont des Google Glass dans leur voiture pour faire ça ? Je pense qu'en France, il y a peut-être une personne, voire 2, j'en sais rien. Non, en tout cas, bon, c'est marginal. Le concepteur du proto. D'ailleurs, on veut chercher des développeurs en France qui savent
développé sur Google Glass, il n'y en a pas des masses. C'est peut-être les seuls utilisateurs. Après, on a travaillé aussi sur les montres connectées. J'en parlais tout à l'heure sur ce qu'on appelle nos suites entreprises, là, pour justement ce chef d'entreprise qui peut, sur sa montre, consulter ses comptes, faire des opérations, etc. Moi, je pense par contre que dans le monde de l'assurance, et je pense que là où il faut être très vigilant, il faut y travailler, c'est que ça va arriver assez vite. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans le monde de l'assurance, on peut avoir de la désintermédiation. On peut même avoir, à terme, pourquoi pas, des spécialistes d'objets connectés qui soient des plateformes pour proposer des assurances à leurs utilisateurs en fonction de leur façon de vivre, de leurs usages. Moi, je pense que c'est une des prochaines révolutions. Elle existe dans certains secteurs. Moi, je le voyais dans le secteur de l'énergie, voilà, d'avoir les informations sur la consommation d'une maison, notamment sur l'électricité, hein, qui est quelque chose qui ne se stocke pas. Ça peut avoir un impact très fort sur des business models. Donc, dans le monde proprement parlé de la banque, je laisse de côté l'assurance, il y aura sûrement des choses. Voilà, ça va être disruptif à un moment donné, donc il faut avoir un pied dedans, mais je ne saurais pas dire ce qu'il y aura. Merci beaucoup, l'avenir nous le dira. Je crois que nous arrivons à la fin de notre table ronde. Y a-t-il des questions dans la salle? Oui, il y a des questions, monsieur. Si vous pouviez juste vous présenter avant votre question. Bonjour, David Le Glanaer, site conseil. Je réagis sur juste un de vos derniers mots qui est disruption. Est-ce que vous envisagez l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché bancaire et justement avec cette approche digitale, objet connecté, avec une autre approche du business model plus dans l'usage client, et comment vous le voyez en termes de menaces stratégiques potentielles? Un élément de réponse en ce qui nous concerne, hein, je pense qu'il y a une réglementation qui est la DSP2 qui arrive bientôt, qui va permettre, a priori, parce que les textes vont devoir être écrits, mais l'émergence, en tout cas, plus que l'émergence même, l'autorisation pour certains acteurs de pouvoir avoir des statuts pour intervenir sur une activité bancaire. Je pense notamment au SPS tiers. Et à partir de là, d'avoir accès aussi aux comptes des banques pour faire des opérations. Donc il y a une menace qui existe, ça c'est réel. Je pense qu'il faut en être conscient. Il faut être bon dans la relation client, et je pense qu'on est bon dans la relation client en règle générale au niveau des banques. Hein. C'est notre force, et on doit la conserver, cette force-là, et naturellement la développer. Mais il y a un risque, comme dans tous les secteurs. Je pense que c'est ça qu'il faut avoir en tête. Hein. On parlait de l'énergie, on peut parler du tourisme qui a complètement été transformé en l'espace de très peu de temps. L'assurance le sera, la banque le sera, tous les secteurs le seront. Donc ça veut dire que l'enjeu majeur, c'est l'expérience client, quoi. Donc nous, notre sujet, c'est justement de développer en permanence cette expérience client, cette satisfaction client, par rapport à l'arrivée de nouveaux acteurs qui aujourd'hui, certains existent, mais n'ont pas des statuts très clairs, quoi, pour être direct. Demain, ils auront un statut. Donc quand ils auront un statut, voilà, ils auront des contraintes qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Ça va être plus compliqué dans certains cas. Mais ils auront la capacité d'agir dans un monde défini et réglementé. Et ils arrivent avec nativement des business models qui ne sont pas les nôtres. Hein, nous, voilà, Caisse d'épargne, une des marques du groupe, 200 ans en 2018. Voilà, une boîte qui a 200 ans, c'est pas une boîte qui a 6 mois. D'un autre côté, une boîte qui a 6 mois, elle n'a pas non plus l'expérience d'une boîte qui a 200 ans, ni les fonds propres d'une boîte qui a 200 ans, etc. Mais voilà, chacun arrive avec ses actifs. Et naturellement, ces nouveaux entrants, bien, ils ont envie de faire de l'argent, quoi. Donc, ils ont envie de scalabilité pour faire de l'argent. Et du coup, voilà, s'ils trouvent une faille où il y a une appétence très forte d'un grand nombre de clients, il y a un risque, c'est certain. Moi, je pense que ça ne sera pas une rupture du jour au lendemain. Ça peut être une petite érosion, quoi. Voilà, c'est ça mon point de vue, quoi. Oui, si je peux compléter, hein. Pour nous, il y a deux nouveaux types d'acteurs qui arrivent sur le marché. Il y a des poids lourds, Hello Bank, Before Bank, effectivement. Ça c'est... Et puis, il y a une multitude de petits acteurs qui sont chacun sur des niches, on va les appeler comme ça, et qui jouent ou pas avec les mêmes règles du jeu que nous.
On peut parler de Linkso, par exemple, c'était un exemple que vous avez pris, agrégation de comptes, très clairement, voilà, donc c'est un agrégateur. Et on va le retrouver sur quasiment tout le spectre bancaire, que ce soit les services, que ce soit les paiements. On va peut-être parler de PayPal, hein, plutôt poids lourd, hein, quand même, catégorie poids lourd, PayPal. Voilà. Donc, et notre réponse, on ne peut pas lutter, je ne pense pas qu'on puisse lutter individuellement contre une multitude d'acteurs qui sont sur des niches. Donc il faut qu'on arrive à apporter une réponse qui soit globale, et ça passe par les solutions que vous évoquiez, effectivement, et notamment l'agence multicanal, qui doit être capable d'être présente sur l'ensemble des canaux, y compris le mobile, y compris les nouveaux canaux qui sortiront demain. Juste un petit peu d'archéologie bancaire, parce qu'on oublie souvent, mais à la fin des années 90, il y a des choses qui sont arrivées qui étaient des brokers en ligne, qui ont mis en gros 3 ans pour défoncer tout ce qui était bourse dans les banques. En plus, les banques, à ce moment-là, disaient « ouais, ça ne nous intéresse pas, voilà, donc ça a déjà arrivé. Donc il faut être attentif au fait que ça peut revenir et que ça peut aller très très vite. Et je crois qu'on est tous très très attentifs d'ailleurs à ce qui se passe. Je partage ce qu'a dit M. Bordas. En fait, je pense que ce qui va entrer, ce qui entre déjà, ce sont des acteurs de niche qui viennent grignoter une partie du service rendu par les banques et donc une partie des revenus qui sont générés par les banques. Aujourd'hui, si on regarde l'entrée des banques en ligne, je pense que les jeux sont déjà faits, quoi. Voilà, il y a 5 acteurs et on voit que ces 5 acteurs, le ticket d'entrée est quand même réservé à des acteurs qui ont les reins relativement solides. Donc moi, je crois plutôt à des menaces sur des niches avec des startups qui apportent sur un segment particulier un service additionnel, souvent grâce à des failles réglementaires. Et ça, effectivement, c'est une menace réelle. Juste quand vous parlez de niche, Marc, précisément, sur quel... c'est le même phénomène que les courtiers en ligne dans les années 90. Ils ont conquis parce que c'était rentable et parce qu'ils apportaient un service supplémentaire. Ils ont conquis une véritable part de marché. Il y a le secteur des paiements, il y a l'agrégation. Enfin voilà, tout ça, ce sont des services que ces acteurs-là apportent ou vont apporter de manière plus performante que ce que les banques peuvent faire ou osent faire souvent, ou peuvent faire parce que la réglementation souvent bloque les banques. Et donc ça, il y a des véritables risques effectivement de fuite d'une partie de ce qu'on apporte nous à nos clients et donc des revenus. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions dans la salle ? Madame. Madame. Bonjour, Marie de Conillou, LCL. Pensez-vous justement, on parlait de tous ces hackathons, les banques également se lancent sur les incubateurs, etc. Pensez-vous qu'en fait il y a un rôle quand même des grandes entreprises françaises dont les banques font partie d'acquérir en fait ce type de start-up pour accélérer leur stratégie, à l'instar de gros groupes comme Ingenico, etc. Mais en France, ça se fait assez peu finalement aujourd'hui. Et nos start-up françaises sont rachetées par des Facebook ou autres. Je crois que, je crois pas que ce soit la vocation des banques d'acheter ces startups ou d'acquérir ces startups. Je pense que c'est le rôle des banques de les soutenir le plus possible. Je pense que toutes les banques ont leur stratégie dans ce domaine. Le soutien peut passer par différentes formes. La première, c'est on est souvent client de ces startups. Voilà, ça compte. Et puis, on participe également souvent. Toutes les banques ont maintenant leur politique pour aider ces startups. Soit directement ou indirectement dans les opérations qui leur permettent de lever des fonds. Le funding, ça dépend souvent du niveau de maturité de la start-up. Le funding, c'est souvent plus difficile. C'est aujourd'hui pas très margé et les taux de chute fait que c'est plus compliqué. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, là,
C'est ça principalement ce que font les banques vis-à-vis de ces startups, je pense. Oui, je partage complètement. Et à titre d'exemple, on vient d'ouvrir une pépinière d'entreprise qui a 2 pas d'ici, au 55 rue de la Boétie, donc 5 minutes à pied. On accueille aujourd'hui 80 startups, il y en aura bientôt 100. Et voilà, donc on les suit, mais on les accompagne d'abord. Et puis s'il y a des choses intéressantes pour nous, on essaiera d'en profiter, bien sûr. Moi, je partage tout ce qu'elle dit. Ce qu'on voit en tout cas, c'est que lorsqu'on travaille avec une start-up, il y a un effet d'accélération. Par contre, une start-up, bien souvent, en tant que grand groupe, on travaille avec elle et on se rend compte qu'on représente d'entrée 70% de son chiffre d'affaires ou 80% de son chiffre d'affaires. Donc ça pose de vraies questions, quoi. C'est-à-dire que... donc, je pense qu'il y a beaucoup d'intelligence en France sur ces sujets-là. Je pense que ça, d'abord, il faut s'en satisfaire. Il y a énormément de start-up. On essaye, tous banquiers, j'imagine, de les aider, de les financer, de les accompagner. C'est notre job, ça. Après, voilà, on a des opportunités formidables pour valoriser beaucoup de choses qu'ils font, quoi. Après se pose la question de ne pas être trop exposé non plus, lorsqu'on les fait travailler, et donc voilà, d'essayer de vivre dans un écosystème où il y aurait d'autres clients qui permettraient aussi de les faire se développer, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de création d'entreprises en France. Je pense qu'il y a là-dessus, sur ces sujets-là, les jeunes aujourd'hui qui partent pas à l'étranger, il y en a beaucoup qui restent en France et qui créent des boîtes, et de très belles boîtes, quoi. Et donc, je pense que ça aussi, c'est un vrai sujet qui dépasse le monde de la banque, je pense. Mais c'est comment on aide ces belles entreprises, ces belles start-up à pouvoir valoriser toutes leurs compétences et leur développement, quoi. Je pense qu'il y a un vrai sujet en France là-dessus, quoi. Olivier, c'est un aiguillon pour vous, les startups. Oui, c'est un aiguillon. J'aime bien les approches qui ont été évoquées au fait que c'est beaucoup... Alors, c'est vrai que sur le fait de prendre en capital, etc., pas forcément, mais c'est notre métier de banquier. Moi, récemment, je discutais avec des gens de chez nous qui s'occupent de ça. On parlait d'Aix-en-Provence, du fait du responsable local là-bas qui était en contact avec le tissu des startups locales, parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'initiatives partout. Et notre rôle de banquier, c'est d'être là, d'accompagner, d'aider, effectivement, de les faire travailler, de financer en tant que... Enfin, c'est notre boulot de base. Après, la forme que ça prend, c'est vrai que c'est plus proche de notre métier de base que d'être des anges, quoi. Merci Angels, beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que nous avons encore une question. Bonjour, Dirk Behrens de Web Financial Group. Excusez mon français. Sur la partie de développement technologique d'une offre omnicanalisée, c'est le mot français, je crois. Donc, quelle est votre stratégie? Vous développez responsive, plus facile, mais peut-être pas tellement bien adapté à chaque format. Vous développez des offres pour certains types de mobiles, iPhone 6, iPhone 5 et tout ça, ou plutôt une stratégie native apps et on fait tout à travers des applicatifs. Le match native responsive. Nous, on fait tout. C'est-à-dire que comme il y a différentes marques, il y a tout ce qui, voilà, il y a tout le champ du possible qui est offert. Donc il y en a qui vous diront on va faire du responsive, d'autres qui vous diront bah non, il faut développer dans l'OS, puis d'autres qui vous diront un mix des deux, en hybride. Je pense que vous avez dans votre question dit un peu les sensibilités qu'il y avait. C'est-à-dire que c'est vrai que l'expérience et la user experience, moi de mon point de vue, mais ça c'est un point de vue très personnel. En OS est souvent très satisfaisante. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout développer en OS, mais ça veut dire qu'il y a des moments importants de la relation, de la transaction, peut-être que c'est un plus. Après, on développe aussi beaucoup, nous, en responsive design, avec des problématiques aussi qui sont propres au responsive design, par rapport au navigateur, par rapport aux montées de version, qui amènent d'autres sujets, quoi. Donc, mais je dirais, nous, on a tellement de marques, si j'ose dire, enfin tellement, on a beaucoup de marques, et donc il y a des sensibilités aussi différentes sur ces sujets-là. Et le rendu final, aujourd'hui, je dirais, n'est pas non plus totalement discriminant, quoi. C'est clair qu'en OS, il y a une expérience qui est un peu plus satisfaisante, mais on arrive à faire de très bonnes choses en responsive, quoi. Olivier ou Bernard? Pour Société Générale, on est très hybride. C'est-à-dire que tout ce qui est zone à fort trafic, à forte visibilité client, on va travailler en natif. Tout ce qui est des prestations, le client va moins souvent,
ou qui ont des nécessités de réactivité ou de navigation moins importantes, on va travailler plutôt en HTML5, choses comme ça. Donc c'est vraiment les lignes qu'on suit aujourd'hui. Mais pas de... On tient beaucoup au natif pour l'expérience client quand il y a besoin. Bernard ? Après, moi, je voudrais juste apporter 2 petits bémols, mais je partage absolument tout ce qui est dit. Et les applications comme Ma Banque, forcément, vous les retrouvez partout. Je veux dire, c'est juste une application. Après, il faut être conscient de 2 choses. La première chose, c'est que les taux de téléchargement ne sont pas les mêmes. Si vous êtes sur iOS ou si vous êtes sur Android, vous n'avez pas du tout les mêmes taux de téléchargement et le même usage que les gens font dans leur smartphone. Ça, il faut l'avoir en tête. Et puis la deuxième chose, c'est que les tailles d'écran, quand même, permettent des usages complémentaires. Encore une fois, je vais reprendre l'exemple. Je consulte mes comptes sur mon smartphone le matin. Et si je veux faire de la gestion budgétaire, c'est quand même plus facile de la faire sur ma tablette parce que l'écran est quand même plus grand. Donc voilà. Donc c'est les mêmes fonctionnalités, la façon dont on va pouvoir les restituer va être un peu différente parce qu'on tient compte de ça. Et puis effectivement, on a sorti une application il y a quelques mois qui s'appelle une application retraite qu'on a mis directement sur iPad. C'est-à-dire que vous ne l'avez pas sur iPad parce que voilà, on l'a mis en test. Vous ne l'avez pas sur iPhone, c'est pas la peine de la chercher, elle n'existe pas. Parce qu'effectivement, on a joué sur tout l'aspect grand écran et il y a des informations. Alors il y aura une déclinaison iPhone qui va sortir, on l'espère, on travaille dessus d'ici quelques temps, mais ce sera bien une déclinaison là pour le coup. Donc voilà, on teste ça, on va voir ce que ça va donner. Puis c'est une application qu'on espère pérenne, partie pour plusieurs années. Voilà. Donc c'est voir ces 2 petits bémols, mais sinon effectivement on est partout, quoi, je dirais. Marc, sur le responsive natif. Chez BNP Paribas, historiquement, on est plutôt en natif. Ceci étant, là, on est en train de refaire totalement le site internet BNP Paribas. Et celui-là, on l'a fait complètement en responsive design. Donc je pense que on va faire de la mixité comme tout le monde, je pense. Merci beaucoup. Je crois que voilà, l'heure est... Ah pardon, désolé, excusez-moi. Bonjour, Pierre-Olivier Marois, Easy World, Beacon for Store. On travaille beaucoup dans le monde du retail. Tout à l'heure, vous citiez la Fnac, qui effectivement s'est complètement révolutionnée. Vous parliez aussi de services connectés, d'objets connectés. Et qu'est-ce qu'il en est de la banque connectée ? Parce que le grand succès de la Fnac, c'est d'avoir fait ce qu'on appelle de l'omnicanal sans couture. Vous parliez aussi de la formation des gens dans les banques. Dans le cas du retail, ils avaient le même problème. On a des vendeurs finalement qui sont finalement beaucoup moins informés que les gens qui viennent les voir. Et donc ma question en fait c'est comment vous voyez-vous la banque connectée, l'omnicanal, parce qu'on en a finalement assez peu parlé, et la relation entre les applications mobiles et la banque, c'est-à-dire le lieu. J'ajouterais qu'il faut répondre à cette question en 1 minute, top chrono. Je ne sais pas si on peut y répondre en 1 minute, mais c'est vrai que vous avez raison, quoi. C'est-à-dire que il y a plusieurs éléments dans la question, quoi. L'omnicanalité, il y a une problématique qui est une problématique technologique, mais il y a une problématique qui est très importante, c'est la problématique des process, de l'expérience client à travers les process. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous, on travaille sur ce sujet-là, quoi, qui est le sujet des nouvelles valeurs d'usage de nos clients. Parce que nos clients, on parlait tout à l'heure d'Amazon, mais de Fnac.com, etc., ils vivent des expériences qui sont différentes. Et donc, il faut qu'on retrouve dans nos banques à peu près les mêmes expériences, si on ne veut pas être déréférencé. Donc, ça passe par l'omnicanalité, qui est un des éléments, hein, mais ça passe aussi par le fait de pouvoir suivre sa commande sur Amazon, comme on peut suivre l'avancement de son crédit dans une banque et savoir ce qui manque comme pièce éventuellement, ou savoir quand est-ce que le déblocage de fonds va être réalisé. Donc tout ça, c'est quelque chose sur lequel on doit travailler. Vous imaginez bien qu'avec nos systèmes d'information, c'est des sujets longs, mais nécessaires, pour ne pas être déréférencé. Ça, c'est un point fondamental, quoi. Après, il y a une deuxième question, mais je pense qu'on a déjà répondu, c'est les conseillers. C'est vrai qu'il faut faire monter en compétences nos conseillers. Il faut leur donner de la valeur en mettant à disposition des éléments qui leur permettent de bien gérer la relation client, aussi bien à travers ce qu'apporte aussi le digital dans la relation qu'à travers les contenus. Donc vous voyez, il y a un grand champ de transformation. Mais on l'a tous dit, je crois bien que les nouveaux entrants, ils ont un chemin aussi qui est énorme à parcourir. Donc on n'est pas plus ou moins en retard. Voilà, ils n'ont pas le réseau physique. Ils ont la problématique aussi de ne pas avoir l'antériorité d'une relation client longue et d'avoir cet acquis-là. Donc on est, moi je dirais, à peu près à niveau égal. Mais c'est vrai que l'omnicanalité, c'est une nécessité et c'est un sujet
notamment de système d'information, mais surtout d'expérience client. Est-ce que en moins d'une minute, un autre veut répondre? Non, c'est bon. Okay. Merci beaucoup.